Mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous sommes réunis ce soir pour écouter sa leçon inaugurale. Cette chaire de géodynamique a été créée il y a environ un an par transformation de la chaire du magnétisme nucléaire. Je rappelle ceci parce que c'est le but d'une mission essentielle de pouvoir changer l'affectation des chaires au collège. Il y a très longtemps, il n'y a pas eu au Collège de France un enseignement de géologie, plus de 25 ans. C'était M. Palot qui fut titulaire de la chaire de géologie méditerranéenne qui occupa une chaire pendant à peu près une vingtaine d'années. Mais fort heureusement, si je puis dire, la très belle bibliothèque qu'il avait organisée a été conservée par le collège et les collections suivies. Cette bibliothèque est un don. J'espère beaucoup que, grâce à la compréhension de notre autorité de tutelle qui permet au collège d'avoir un certain nombre d'annexes, nous pourrons ramener cette bibliothèque ici où elle sera certainement très, très utile. Le choix d'un titre de chaire au Collège de France n'est pas du tout le fait du hasard. Et c'est une affirmation particulière du programme de son enseignement et de ses sujets principaux de recherche. Par géodynamique, M. Le Pichon veut nous dire qu'il s'intéresse à tout ce qui change, en particulier au fond des océans, et que son enseignement portera sur les changements, et non pas sur une géologie statique. Je vais lui donner la parole dans quelques secondes, dans quelques instants, mais auparavant, je voudrais lui renouveler, au nom des membres de l'Assemblée, nos félicitations pour son élection, et peut-être plus important, lui exprimer nos vœux très sincères pour le succès de son enseignement et de ses recherches. Je vous remercie. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le 23 février 1960, Paul Falot, comme on vient de le rappeler, terminait au Collège de France son dernier cycle de leçons. Il avait une fois de plus tracé à grands traits la fresque de l'évolution tectonique de la Méditerranée occidentale qui était au cœur de son enseignement depuis 23 ans. De l'autre monde, disait-il, dans 10 ou 20 ans, j'espère vous voir établir sur quelques dizaines de feuilles au 50 millième bien levées, fondement essentiel de toute synthèse géologique valable, des interprétations nouvelles et plus adéquates que celles qui nous servent ici d'hypothèse de travail. Et je me réjouis de vous voir alors représenter le visage de cette Méditerranée occidentale sous des traits bien différents de notre caricature d'aujourd'hui. Cet analyste, d'une rigueur scientifique admirable, qui avait choisi saint Thomas comme patron dès sa leçon inaugurale, terminait ainsi sur une note un peu désabusée et sceptique près de 2 siècles d'enseignement ininterrompu des sciences de la Terre au collège. Était-ce un constat d'échec de la géologie? Est-ce ainsi que l'a compris l'Assemblée des professeurs à l'époque? Depuis Léon Daubenton, en 1778, avec Georges Cuvier, Léon Célie de Beaumont, Ferdinand Fouquet, Auguste Michel Lévy, Lucien Cailleux et finalement Paul Falot, la Terre avait été présente sous une forme ou sous une autre au cœur des enseignements du collège. Mais Paul Falot n'aurait pas de successeur. Et pendant 27 ans, la géologie allait être exilée de ce lieu réservé aux sciences en pleine évolution. Nombre de géologues s'étonnaient de cet exil. Georges Milot fut de ceux qui plaidèrent avec beaucoup de constance pour que l'effervescence qui agitait notre science ne soit pas ignorée par le collège. Mais c'est principalement Yves Coppens qui sut défendre dans votre assemblée, mes chers collègues, la discipline à laquelle je me suis consacré.
à lui, à Georges Milot, à tous ceux d'entre vous qui m'ont encouragé dans cette difficile entreprise, je tiens à dire ce soir toute ma reconnaissance. En 1960, l'année même où se fermait la chaire de géologie, un professeur de Princeton, Harry Hess, ouvrait dans notre science une ère véritablement révolutionnaire avec un article qu'il qualifiait modestement d'essai en géopoésie. En 8 ans, nous allions assister au phénomène étonnant de la conversion totale et unanime de l'ensemble de la communauté scientifique concernée à ce que l'on a depuis appelé la tectonique des plaques ou tectonique globale, un modèle de la Terre radicalement nouveau. Au moment où Paul Fallot prononçait sa dernière leçon, je me trouvais dans l'océan Antarctique sur un 3-mâts goélette américain, le VEMA, pour participer à un lever océanographique qui établissait pour la première fois la continuité du rift océanique à travers les océans. Le rift, cette immense structure tectonique de près de 60 000 km de long, est la clé de l'évolution de notre planète. Harry Hess l'avait immédiatement saisi, faisant du rift le lieu de remontée de cellules de convection qui affleurent au fond des océans pour ensuite plonger au sein du manteau le long de profondes fosses océaniques. Le fond des océans n'est donc que la mince carapace faiblement altérée de ces grands rouleaux de convection. Véritable tapis roulant, il est géologiquement éphémère, moins de 200 millions d'années s'écoulant entre sa naissance au rift et son agonie dans la fosse. Les continents se déplacent passivement au gré de l'évolution de ces grands rouleaux. L'hypothèse de Hess était globale et résolument mobiliste. Elle venait ébranler le fixisme alors prévalent, renversant la perspective et mettant la source de la tectonique au sein des océans. Ainsi s'expliquait-on que les sciences géologiques aient pareillement piétiné, tant qu'elles s'étaient cantonnées à l'étude du tiers émergé de la Terre. Seule l'exploration des océans pouvait mettre un terme à cette situation de blocage. Le prédécesseur de Paul Fallot, Albert Cailleux, l'avait pressenti. Il déclarait en 1912, dans sa leçon inaugurale, que le retard apporté à l'exploration d'ensemble des océans explique pourquoi les roches sédimentaires furent si longtemps délaissées. L'inoubliable campagne du Challenger, à la fin du siècle dernier, ajoutait-il, en nous révélant ce qui se passe au fond des mers, est venue du même coup proclamer notre ignorance sur les dépôts anciens. Les études de paléo-océanographie devaient occuper d'ailleurs la première place de son enseignement, qui ouvrait ainsi ce que Jean Aubouin a appelé depuis la marche des géologues vers la mer. Mais Albert Cailleux se consacrait d'abord à poser les bases d'une pétrographie sédimentaire moderne. Ce n'est pas lui, c'est Alfred Wegener qui, la même année, tirait les conséquences de ce renversement dans la vision du globe en proposant la dérive des continents, modèle prophétique, mais qui n'était opératoire que pour la paléogéographie des continents. Partout ailleurs, ce modèle rencontrait d'énormes difficultés, et en particulier sur les plans cinématiques et dynamiques. La dérive des continents sur leur substrat cimatique ne rendait compte de manière correcte ni de la sismicité globale, ni du volcanisme, ni bien sûr de la structure et de l'évolution de la couche superficielle terrestre dans son ensemble. L'intuition géniale de Wegener avait discerné l'ampleur des déplacements que subissent les continents au cours des temps géologiques, mais le mode de déplacement proposé n'était pas exact. Les continents ne labourent pas le fond des océans. Ils ne jouent aucun rôle moteur dans la géodynamique, bien au contraire. Il faudra que Hess propose ces tapis roulants pour rendre justice à l'hypothèse de la dérive des continents. Wegener entraîna pourtant l'adhésion enthousiaste d'esprits particulièrement audacieux, parmi lesquels il faut citer Émile Argan. Dans un ouvrage célèbre intitulé « La tectonique de l'Asie », Argan interprétait en 1922 la chaîne alpino-himalayenne comme résultant de la déformation plastique de la croûte écrasée par la dérive de l'Afrique et de l'Inde vers l'Eurasie. Cette synthèse grandiose n'entraîna pas l'adhésion de la communauté scientifique qui la trouvait trop décollée par rapport à l'observation. La même année, Paul Fallot déclarait dans sa thèse que les créateurs de la tectonique
avait vécu la phase des grandes synthèses. Notre rôle, ajoutait-il, est maintenant de préparer une nouvelle base sur laquelle nos successeurs pourront étayer de nouvelles hypothèses générales. De fait, les 40 années suivantes allaient voir les spécialistes se retirer au cœur de leur discipline pour y forger des outils rigoureux d'observation et de mesure. Le temps des synthèses globales était clos. Dans ce contexte, il est important de bien comprendre en quoi le modèle de la tectonique des plaques était révolutionnaire. Dans sa formulation originelle, il fut proposé en 1967 par 3 géophysiciens, Jason Morgan, Dan Mackenzie et moi. L'intérêt que nous lui portions venait du fait qu'il rendait compte quantitativement des déformations actuelles telles qu'elles s'expriment dans la sismicité, le volcanisme et la tectonique récente. La tectonique des plaques avait donc un pouvoir prédictif pour les phénomènes actuels observables. En effet, la caractéristique fondamentale de la tectonique des plaques est qu'elle reconnaît que les déformations sont distribuées au sein de ceintures étroites qui sont le siège d'une sismicité intense. La surface de la Terre correspond donc à une mosaïque de plaques rigides dont les déplacements s'accompagnent de déformations le long de leurs frontières qui sont sismiques. C'est l'absence de déformations internes comparables qui rend le modèle quantitatif. On peut en effet mesurer en première approximation ces déplacements en intégrant les déformations affectant les frontières de plaques. Le modèle étant quantitatif devient prédictif. On peut par exemple, connaissant le mouvement sur une partie de la frontière, prédire ce qu'il doit être sur une autre partie. Le modèle est donc testable, réfutable au sens de Karl Popper. Il rentre pleinement dans le domaine de la science expérimentale. D'un seul coup, la tectonique des plaques faisait entrer la sismologie dans la tectonique. Ces deux sciences longtemps disjointes se rejoignaient. Il nous semblait alors que la tectonique n'était rien d'autre que l'intégration des effets successifs des déformations sismiques, intégration que nous considérions dans le contexte d'un régime stationnaire. Notre intérêt, en effet, se portait avant tout sur les frontières de plaques, et d'abord les frontières en milieu océanique. Frontières de divergence et d'accrétion de nouvelles lithosphères, ou rifts, frontières de glissement et conservation de surface ou failles transformantes, frontières enfin de convergence et subduction de lithosphères anciennes ou fausses. Ces frontières se conservent au cours du temps, même si le matériau qui les constitue change sans cesse, comme une onde qui se propage à la surface d'un liquide peut conserver sa forme. D'ailleurs, la cinématique de l'ouverture restait figée dans le grain du relief qui semblait autoriser un déchiffrement aisé de l'évolution de l'accrétion au rift. 15 ans plus tard, le satellite altimètre confirmerait que le relief du fond de l'océan correspond effectivement à son code génétique, code que nous savons maintenant lire et interpréter, même si la cinématique passée que nous découvrons est beaucoup plus complexe que celle que nous pouvions alors imaginer. Aujourd'hui, la cinématique actuelle, telle que nous l'avions définie, entre dans une nouvelle ère grâce à la géodésie spatiale. Il devient possible de mesurer les distances entre deux points quelconques de la Terre avec une précision de l'ordre de quelques centimètres. Les 10 années qui viennent vont permettre d'établir avec précision comment se distribuent les déformations à la surface de la Terre. Elles permettront enfin d'estimer quelles sont l'amplitude et la variation temporelle des déformations internes aux plaques et d'en déduire la structure mécanique précise de la lithosphère. La tectonique des plaques entrera ainsi dans sa maturité. Notez que cette approche ignore délibérément la dimension historique de la géologie. Pour l'essentiel, elle s'intéresse aux phénomènes actuels qu'elle suppose en régime stationnaire. Ce sont là bien sûr à la fois sa force et sa faiblesse. Non que ces phénomènes ne puissent être extrapolés vers le passé. Très tôt, nous disposions d'une carte de l'âge du fond des océans, beaucoup plus précise que celle des continents. L'âge était de plus lié très simplement aux propriétés physiques de la lithosphère et en particulier à sa profondeur. Il était donc facile de reconstruire le contour et la morphologie des bassins océaniques anciens, et dès 1967, je l'avais fait pour l'océan Atlantique à la fin du Crétacé, il y a 70 millions d'années. Puis-je avoir la première diapositive, s'il vous plaît? Pour des raisons logistiques liées à la télévision,
j'ai groupé les clichés par série. Vous avez ici la distribution de la sismicité à la surface de la Terre. Chaque tremblement de terre est représenté par un point, il doit y en avoir à peu près 60 000. Et le point fondamental qui a été à la base de la tectonique des plaques, c'est la reconnaissance que ces tremblements de terre sont dans des ceintures étroites, ici le rift, et donc que les déformations sont concentrées dans ces ceintures étroites. Entre les deux, à l'intérieur des plaques, il y a peu de déformations. La suivante. Ceci est le premier modèle que j'avais calculé, le premier modèle global, le modèle à 6 plaques, dans lequel je calculais les mouvements des plaques les unes par rapport aux autres. La suivante. Et voici un modèle plus récent qui montre les vitesses par rapport cette fois à l'intérieur de la Terre. Les différences ne sont pas fondamentales. Je crois qu'il faut noter la vitesse extrêmement rapide du Pacifique, géologiquement rapide, de l'ordre de 10 cm par an, qui cherche à se précipiter sous l'Eurasie, les vitesses relativement faibles des continents principalement continentaux, des plaques principalement continentales comme l'Eurasie et l'Antarctique. La suivante. Le relief du fond des océans, j'ai dit, est en quelque sorte son code génétique. Il a gardé de sa formation à l'axe des dorsales le grain qui permet de retracer ses mouvements. Ceci est montré de très belle manière par cette carte du fond de l'océan Pacifique avec la crête de la dorsale et les grandes cassures qui sont les failles transformantes, mais beaucoup mieux par cette carte qui provient du satellite altimètre et qui révèle une richesse dans le grain beaucoup plus grande. C'est une véritable révolution dans notre compréhension du fond des océans. La suivante. Bien que la tectonique des plaques s'intéresse à l'actuel, elle est capable, je l'ai dit, de remonter dans le passé, en particulier pour les océans. Voici la carte du fond des océans, des âges du fond des océans tels que nous la connaissons, qui remonte depuis 0 à l'axe des dorsales en brun jusqu'à plus de 140 millions d'années jurassiques pour les parties les plus bleues, mais ce qui reste encore une portion extrêmement faible de l'âge de la Terre qui est de 4,5 milliards d'années. La suivante. Cet âge varie de manière simple avec les propriétés physiques, et ceci est montré de manière spectaculaire sur cette diapositive qui montre la variation de la profondeur du fond des océans en fonction de l'âge, ici jusqu'à 160 millions d'années. On voit que cette profondeur varie systématiquement, il y a une relation univoque entre âge et profondeur, et cette relation peut être prédite de manière très correcte par un modèle physique qui est montré ici en bleu. La suivante. Enfin, voici ce premier modèle de reconstruction des continents il y a 70 millions d'années, basé sur la tectonique des plaques, que j'avais calculé en 67 et publié en 70. Lumière, s'il vous plaît. Comment définir d'anciennes frontières de plaques en l'absence de la sismicité et alors que d'immenses surfaces océaniques avaient depuis disparu sans laisser de traces? Comment alors aborder le problème de la genèse des chaînes de montagnes? Il était clair qu'on ne pouvait les construire en régime permanent le long des frontières de plaques. Il fallait de toute évidence faire appel aux catastrophes telles que les définit René Thom, par exemple la disparition complète d'un océan dans une zone de subduction, et c'est bien ainsi que les tectoniciens tenteront d'utiliser le modèle de la tectonique des plaques pour bâtir une théorie de l'orogénèse dès 1970. Mais si la cinématique des plaques pouvait, dans les cas les plus favorables, être utilisée pour déterminer les types de catastrophes impliquées dans la genèse d'une chaîne donnée, elle était bien incapable de reconstruire de manière unique l'évolution thermique et mécanique de la lithosphère durant les dizaines de millions d'années qui ont correspondu à la surrection de la chaîne. Prenons par exemple la chaîne alpine, objet des recherches quasi exclusives de Paul Fallot. En reconstruisant l'ouverture de l'océan Atlantique, nous pouvons déterminer la position relative de l'Afrique et de l'Asie aux différentes époques et reconstruire le mouvement d'emboutissement qu'avait si bien pressenti Argan. Avec le paléomagnétisme, nous pouvons établir les rotations subies par les pièces intermédiaires, telles l'Apulie ou l'Ibérie, saisies dans l'étau Afrique-Eurasie.
L'étude des bassins méditerranéens existants nous permet enfin de déterminer leur date et mode de formation. La confrontation avec les données de terrain sur la chaîne conduit alors à bâtir un contexte cinématique externe à la chaîne dont la probabilité est grande, ce qui est déjà un progrès considérable. Mais comment reconstruire les catastrophes successives, et en particulier celles qui se sont produites depuis que les lithosphères continentales sont entrées en collision il y a 50 millions d'années? Hélas, le problème ne consiste pas seulement à découvrir comment s'est répartie l'énorme quantité de déformation au sein de la lithosphère. Nous avons fait de grands progrès en ce domaine pour ce qui concerne la partie supérieure de la croûte. Ainsi, la distribution à grande échelle de la déformation intracontinentale eurasiatique a été insérée dans un schéma cohérent par Paul Taponnier, même si les mécanismes intimes de cette déformation restent bien obscurs. Ainsi, les structures d'ensemble des principales chaînes, et en particulier de la plus grandiose d'entre elles, l'Himalaya, grâce au programme franco-chinois d'études du Tibet, apparaissent avec plus de netteté. Mais la répartition en profondeur de cette déformation reste très incertaine, car la lithosphère n'est pas mécaniquement homogène. À cause des variations de température et de composition chimique, elle est au contraire extraordinairement hétérogène, et peut être grossièrement comparée à un sandwich d'une centaine de kilomètres d'épaisseur, reposant sur la gelée de la sténosphère, le rôle du beurre dans le sandwich étant joué par la croûte inférieure entre 15 et 30 km de profondeur. Les deux tartines, la croûte supérieure et le manteau supérieur, tendent à réagir de manière plus ou moins cassante en se débitant en copeaux ou lamelles, tandis que la croûte inférieure peut fluer relativement facilement. Les programmes de sismique écoute longue, tels le programme Écorce en France, ont fourni de nombreuses images de ce type de comportement, élargissant la tectonique à la totalité de l'épaisseur de la lithosphère. Désormais, une vraie coupe tectonique d'une chaîne ne devra plus concerner seulement les 5 premiers kilomètres, mais la totalité des 100 km d'épaisseur de la lithosphère. Et son interprétation exigera un modèle thermomécanique tenant compte des variations de température et donc de rigidité et viscosité dans le temps. Par exemple, l'empilement de lamelles rigides froides de quelques kilomètres d'épaisseur chacune, qui se produit typiquement dans une chaîne de collision, finit par se réchauffer pour passer du domaine cassant au domaine plastique. L'affaire se complique beaucoup dans la mesure où l'on est conduit à admettre que d'énormes volumes de manteaux lithosphériques et probablement de croûte inférieure se sont engloutis depuis dans le manteau. On ne dispose donc plus du guide très précieux qu'est le principe de la conservation de la masse pour reconstruire des coupes dites équilibrées. Comment ont disparu ces portions de lithosphère? En quelle quantité? À quelles époques? Pour aller où? Nous ne le savons pas. Nous commençons à peine à soupçonner le rôle joué par les fluides et leur migration dans les profondeurs de la croûte. Nous savons que cette croûte inférieure est vivante, mobile, évolutive, et que pour la connaître, il ne suffit pas d'aller examiner des restes fossiles amenés en surface par la tectonique et l'érosion. Il nous faut l'étudier en profondeur par la géophysique et de plus en plus par le forage. Les Soviétiques ont ainsi pénétré près de 15 km par forage. Les Allemands et les Américains s'apprêtent à les suivre. En France, un programme de forage profond a commencé plus modestement ces dernières années. Les perspectives ouvertes sont immenses. Il n'en reste pas moins qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, de modèle thermomécanique complet d'évolution d'une des grandes chaînes de montagnes sur lequel un consensus quelconque existe. Il est piquant de constater que la tectonique des plaques, qui est le cadre géodynamique aujourd'hui universellement adopté, ignorait complètement à ses débuts l'orogénèse et encore maintenant n'a pas de théorie bien établie à ce sujet, alors que la genèse des chaînes de montagnes avait été l'objet quasi exclusif des théories géodynamiques qui l'ont précédé. Je vais voir la suivante diapositive. Nous avons une seconde pause. Que j'ai centré sur le problème de la Méditerranée et des chaînes alpines. Voici une carte récente du relief de la Méditerranée et des continents qui l'entourent, dans lequel on voit bien l'interaction extrêmement étroite entre chaînes de montagnes et bassins. On sait maintenant comment ces bassins se sont formés et à quelle époque, donc on peut en rendre compte, la suivante. On est capable aussi, à partir de l'étude des océans, de déterminer le mouvement
de l'Afrique, ici, par rapport à l'Eurasie. L'Afrique qui, entre 180 millions d'années et l'actuel, a fait ce mouvement-ci d'emboutissement, avec une part transcurrente considérable, qui est bien ce mouvement dont avait pris conscience Argan. La suivante. On peut enfin, en se servant du paléomagnétisme ou des données géologiques, essayer de reconstruire une carte, telle cette série de cartes qui a été mise en place par des chercheurs franco-soviétiques sous la direction de Jean d'Hercourt. Et cette reconstitution nous permet d'avoir une idée de la paléogéographie, mais suivante, elle reste encore extrêmement fragile dans le domaine de la tectonique proprement dit. Autrement dit, quels sont les mécanismes de déformation? Nous ne le savons pas. J'ai pris un exemple qui malheureusement n'est peut-être pas très clair, d'un profil sismique au travers du bassin aquitain, profil écorce, publié récemment dans une revue anglaise. Ce profil montre un étranglement de la croûte continentale. Le sommet de la croûte continentale s'enfonce sous le bassin aquitain ici. La base de la croûte continentale monte. Vous voyez qu'il y a un étranglement à peu près total de cette croûte continentale sur lequel est venu se déposer à peu près 15 km de sédiments. Cet étranglement est dû d'une part à un fluage de la croûte inférieure, d'autre part à une déformation cassante de la partie supérieure de la croûte. Et la répartition de ces deux déformations est très compliquée. Pourtant ici, nous n'avons que la phase d'extension. Nous n'avons pas la phase de compression qui a suivi. La suivante. Tout récemment, Bruno Goffet a fait des découvertes très intéressantes. Ceci est une carte des Alpes, sur le métamorphisme dans les Alpes, en montrant qu'il y avait un minéral qui s'appelle la carfolite, qui se trouve systématiquement à la base de cette nappe représentée en rose, la nappe des schistes lustrés, et qui indique que la base de la nappe correspond à une profondeur d'environ 20 km, aussi bien en température qu'en pression. Autrement dit, c'est le niveau de transition cassant ductile. Autrement dit, cette nappe s'est détachée juste au-dessus du niveau ductile. La suivante, ceci semble être une règle, et c'est là un des grands problèmes que nous avons dans les chaînes. Voici une série de coupes des Alpes préparées par Claude Grand-Jacquet, avec une reconstitution de ce qu'étaient les Alpes avant qu'il y ait eu l'emboutissage, à chaque fois au-dessus. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, on retrouve dans la chaîne que la partie supérieure de la croûte, représentée en bleu, bleu clair de ce côté-ci et jaune clair de ce côté-là. La partie inférieure a disparu. Où ça, comment? On ne sait pas. Quand on rajoute à ça toutes les parties de manteau en bleu ici qui ont dû disparaître, on voit qu'il y a un problème de volume extrêmement considérable et de disparition par catastrophe, si vous voulez, qu'il est extrêmement difficile, dont il est difficile de rendre compte et qui pose tout le problème de l'orogénèse. La lumière. Nous sommes ici au cœur du débat qui agite la géologie depuis le début du XIXe siècle. Pour certains, la dimension historique de la géologie est première. Comme l'écrivait Albert de Lapparent en 1885, la géologie est alors science naturelle, dévoilant une histoire imprévisible, riche en contingences, reçue comme une récompense en soi, primant sur les théorisations. Mais le cas des chaînes de montagne démontre à l'évidence que les archives historiques sont très incomplètes, très diverses, et qu'elles réclament un modèle physico-chimique pour reconstruire un scénario d'évolution. Et ne faut-il pas, pour qu'il y ait modèle physico-chimique, qu'il puisse être testé sur des phénomènes actuellement observables? La solution la plus simple alors est d'admettre que la Terre évolue en régime stationnaire. C'est ce qu'on appelle l'uniformitarisme, qui permet à la géologie de se rapprocher de la physique et de la chimie, uniformitarisme prêché dès 1830 par Charles Lyell. Celui-ci affirmait que les causes des changements géologiques n'ont jamais été autres que celles qui se manifestent de nos jours, et elles ne se sont jamais manifestées avec une intensité plus grande. En toute logique, Lyell pensait donc que les archives géologiques qu'il observait ne montraient aucune trace d'un début, ni aucune indication d'une fin. Autrement dit, il était justifié de considérer la Terre comme étant en état stationnaire. Pour Lyell, l'objet propre de la géologie n'était pas tant l'histoire de la Terre que la compréhension de ses mécanismes. Il n'est donc pas étonnant que Charles Darwin ait eu Lyell pour allié et qu'il se soit appuyé sur sa doctrine,
et qu'Engels ait considéré Lyell comme le père de la géologie. Wegener, plus tard, se plaça dans une perspective exactement semblable, comme Argan d'ailleurs, qui affirmait « l'histoire continue et nous vivons sans privilège d'aucune sorte à un moment donné de cette grande affaire ». Pourtant, Argan s'intéressait à l'orogénèse, que Lyell s'était gardé d'aborder. Mais il résolvait le problème en considérant l'histoire des chaînes de montagnes comme celle de la déformation continue d'un milieu uniformément plastique, ce qui était déjà à l'époque une approximation douteuse. La formulation initiale de la tectonique des plaques se plaçait sans conteste également dans cette perspective uniformitariste d'une Terre en régime stationnaire. En cela, nous étions les fils de Lyell. Cette étape était sans doute indispensable. Comment pourrions-nous prétendre expliquer l'évolution passée de notre planète si nous ne sommes pas capables de rendre compte des phénomènes que nous observons? Mais le fait d'avoir fourni un modèle d'évolution tectonique globale s'appliquant à l'actuel n'a aucune raison de nous conduire à supposer que la Terre est en état stationnaire. Au contraire, toute théorie de l'orogénèse exige de sortir de cette hypothèse. La Terre elle-même, comme nous allons le voir, ne peut être considérée comme stationnaire. Il est faux qu'on n'y voit aucune trace d'un début, ni aucune indication d'une fin. Il est faux que nous vivions sans privilège d'aucune sorte à un moment donné de l'histoire de la Terre. Le moment que nous vivons n'a eu aucun équivalent dans le passé, il n'en aura aucun dans le futur. Cette histoire est irréversible. Au reste, nous ne saurons jamais ce qu'elle aurait été si l'homme avait vécu il y a quelques centaines de millions d'années. Car cette histoire s'élabore à partir d'archives de plus en plus lacunaires lorsque nous remontons dans le passé, et les témoignages directs sont même totalement absents en ce qui concerne les 500 premiers millions d'années. Plus qu'une histoire, la géologie correspond à l'effort que fait l'homme pour comprendre comment s'est constitué l'environnement qu'il a conçu et qu'il essaye à grande peine de maîtriser. Elle est logie et non graphie. Sur le plan purement historique, l'entreprise semblerait sans espoir. Les lacunes sont trop nombreuses. Nous sommes définitivement dans la préhistoire. Mais sur le plan de la compréhension de l'évolution d'un système, ceci n'est pas vrai. Les indices provenant de disciplines et de milieux très divers peuvent être utilisés pour reconstruire des schémas d'évolution qui en rendent compte, justement parce que la Terre est un système unique, même si ce système est extraordinairement complexe. Cette approche qui considère la Terre comme un système unique, évoluant en régime transitoire, avait été celle du véritable fondateur de la tectonique globale, Léon Célie de Beaumont, qui régna en monarque absolu sur la géologie française à partir de la chaire du Collège de France pendant 42 ans, entre 1832 et 1874. Élie de Beaumont considérait la Terre comme une planète en cours de refroidissement. En conséquence, comme le disait un de ses panégyristes, pour lui, tout indiquait clairement la marche du monde terrestre vers un état final, l'impossibilité d'un retour en arrière et en même temps la nécessité d'un commencement. Il considérait par ailleurs que les chaînes de montagnes prennent naissance au cours de phases tectoniques successives, marquées par des discontinuités majeures qu'il interprétait comme catastrophiques. Il voulait enfin, comme le disait ce même panégyriste, prévoir et hâter le jour où la théorie de la Terre permettra aux géologues de déterminer par le calcul les états successifs par lesquels a passé le globe, comme les astronomes le font pour le ciel en partant de quelques principes simples. Pour cela, il imagina, sans raison théorique aucune, que la contraction supposée de la Terre se fait suivant un réseau pentagonal le long duquel s'aligneraient les chaînes de montagnes, successivement érigées lors des spasmes dus à la contraction. Ce grand savant, à l'immense culture, co-auteur de la première carte géologique d'ensemble de la France, consacra une grande partie de son temps à calculer ce réseau extrêmement complexe et purement artificiel qui sombra avec lui. La géologie n'est pas l'astronomie. Les mouvements tectoniques n'ont pas la régularité du mouvement des astres et des planètes. Cette tentation de chercher dans les phénomènes tectoniques une régularité spatiale et temporelle resta pourtant présente et ressurgit périodiquement dans les efforts de synthèse tectonique à la fin du XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle. Mais pour l'essentiel, l'échec de la tentative d'Élie de Beaumont suscita par la suite une grande méfiance dans la communauté géologique vis-à-vis de toute théorie globalisante, et cette méfiance fut particulièrement évidente chez ses successeurs dans la chaire du collège, et tout particulièrement
mon prédécesseur direct Paul Fallot. Pourtant, Élie de Beaumont avait apporté des notions essentielles, des considérations énergétiques sur l'histoire de la Terre qui implique son état transitoire, la nécessité d'une approche globalisante, la progression discontinue de l'orogénèse. Mais c'est Georges Cuvier, son prédécesseur dans la chaire du collège, de 1800 à 1832, que je souhaite particulièrement évoquer aujourd'hui. Il ne m'appartient pas de rappeler le rôle qu'il joua dans la fondation de l'anatomie comparée, de la paléontologie des vertébrés dans la biostratigraphie. Ce n'est pas non plus le fait qu'il fut le co-auteur en 1808 de la première carte géologique moderne qui m'intéresse, mais c'est ce pourquoi il a depuis été le plus décrié, sa théorie des révolutions majeures de la surface terrestre, théorie soudainement revenue de nos jours à la pointe de l'actualité scientifique. Cuvier avait constaté l'existence de brusques changements phoniques, sans transition apparente qu'il appelait révolution, parce qu'elles ne peuvent, disait-il, être attribuées à des causes lentes, encore moins à des causes agissant sous nos yeux. Cuvier était prudent sur l'origine de ces révolutions, mais il identifiait de manière claire l'existence de discontinuités majeures dans l'évolution du globe. Les recherches récentes, en particulier dans le domaine océanique, grâce au programme international de forage océanique, ont confirmé l'existence de ces discontinuités spectaculaires qui ont conduit à évoquer la possibilité de catastrophes provoquées par des collisions avec des corps extraterrestres. Par exemple, l'association fréquente de la couche d'argile, souvent trouvée à la limite Crétacé-Tertiaire, avec des niveaux élevés d'iridium et des minéraux profondément affectés par une explosion violente, est un argument très fort en faveur d'impacts de météorites ou de comètes. Même s'il n'y a pas de consensus actuel sur le rôle exact joué par ces météorites ou comètes, l'existence de périodes catastrophiques d'origine interne et externe, aussi bien pour la Terre que pour la vie qu'elle porte, ne fait plus de doute. C'est un élément essentiel qu'il nous faut prendre en compte. Cuvier comme Élie de Beaumont étaient des précurseurs géniaux, au même titre sans doute que le fut Wegener plus tard. Mais ils disposaient de données très insuffisantes pour étayer leurs intuitions fondamentalement correctes. Et la progression de la science aurait probablement souffert s'ils avaient réussi à imposer définitivement leurs idées. Aujourd'hui, la masse de données dont nous disposons est beaucoup plus grande et surtout beaucoup plus variée. Il devient utile de considérer la Terre comme un système global en régime transitoire. En effet, le modèle de la tectonique des plaques nous fournit bien la base indispensable pour comprendre les phénomènes actuels. Mais de plus, les données paléomagnétiques et géologiques permettent d'entrevoir la configuration du monde d'avant les plaques que nous connaissons, celles qui ont évolué depuis la dislocation de la Pangée il y a environ 200 millions d'années. Enfin, les études géophysiques et géochimiques commencent à nous révéler la nature et le type d'évolution du monde qui s'agite sous les plaques, au sein de la Terre, et qui est en fin de compte responsable de leur comportement. Considérons brièvement ces deux aspects, avant les plaques et sous les plaques. Avant les plaques que nous connaissons, il y a 200 millions d'années, existait un seul continent, la Pangée de Wegener, qui occupait un hémisphère terrestre et dont le périmètre passait par les pôles géographiques. Il semble bien que la Pangée ait été relativement stationnaire par rapport au manteau sous-jacent pendant la centaine de millions d'années durant laquelle elle maintint à peu près son intégrité. Or, du fait de la remontée des rouleaux de convection de Hess sous le rift, il s'échappe en moyenne 3 fois plus de chaleur du manteau sous-océanique que du manteau sous-continental. La tectonique des plaques, en effet, est un moyen très efficace d'éliminer l'excès de chaleur interne. En conséquence, la configuration de la Terre du temps de la Pangée était remarquablement asymétrique, avec un hémisphère qui se réchauffait sous sa calotte insulatrice continentale et l'autre hémisphère qui se refroidissait. En 100 millions d'années, une telle asymétrie peut conduire à une différence de température moyenne de 50 degrés sur les 700 km d'épaisseur du manteau supérieur. Cette différence considérable doit amener une convection vigoureuse sous-continentale à laquelle a été attribuée la fragmentation de la Pangée qui a culminé vers 110 millions d'années dans ce que nous avons appelé la catastrophe du Crétacé. Cette fragmentation s'est accompagnée d'une élévation du niveau des mers d'environ 200 mètres, pour la raison bien simple que le volume des bassins océaniques devait diminuer à surface constante. En effet, la création de nouveaux bassins océaniques peu profonds entre les continents qui se séparent se fait aux dépens de bassins océaniques anciens et donc plus profonds. Il s'ensuit que la fragmentation de la Pangée commença par une période dominée par l'extension tectonique et la transgression océanique au Crétacé, suivie par une période que nous vivons encore, dominée au contraire par la collision continentale et la régression océanique.
comme la disposition relative des masses continentales sur le globe et l'importance de la surface continentale émergée jouent un rôle majeur dans la détermination du climat terrestre, les variations climatologiques à long terme sont en bonne partie conditionnées par la tectonique des plaques. Le Crétacé était caractérisé par une surface continentale émergée 2 fois moins vaste que la surface actuelle, des mers épicontinentales extraordinairement développées, une circulation océanique continue à l'équateur. Son climat était remarquablement égal des pôles à l'équateur. La détérioration climatique des 50 derniers millions d'années, qui a vu s'installer le régime glaciaire, semble en grande partie due à l'évolution tectonique, comme l'ont montré les simulations numériques récentes. Mais cette influence tectonique est elle-même modulée aussi bien par les variations orbitales de la Terre autour du Soleil que par les variations peut-être très brusques de la teneur de l'atmosphère en gaz carbonique. Tectonique, niveau marin, atmosphère et hydrosphère, climat, vie et sédimentation sont ainsi liés au sein d'un cycle extrêmement complexe que le Programme international de forage océanique s'est récemment fixé comme objectif de décrire et modéliser dans les 15 années qui viennent. La compréhension de ce cycle pourrait avoir en effet une importance vitale dans le siècle qui vient. Mais l'histoire de la Terre se déroule sur 4,5 milliards d'années. Qu'y avait-il avant la Pangée wegenérienne? Différents critères paléomagnétiques et géologiques conduisent à considérer comme très probable qu'une Pangée différente, mais également hémisphérique, existait entre 750 et 625 millions d'années. Elle se fragmenta rapidement entre 625 et 550 millions d'années, la phase de reconstruction de la Pangée wegenérienne ayant commencé vers 400 millions d'années. Les variations à long terme du cycle marin reflètent d'ailleurs l'existence de ces 2 Pangées comme 2 périodes de niveau marin très bas, suivies par 2 périodes de niveau très haut durant leur disruption. Dans chaque cas, les temps glaciaires apparaissent durant les phases de collision et régression dans la seconde partie du cycle. Alors, l'évolution de la surface de la Terre alterne-t-elle entre 2 modes? Le mode continent rassemblé qui durerait une centaine de millions d'années et le mode continent éclaté qui durerait 300 millions d'années? Il ne le semble pas. Bien qu'on ait récemment proposé, à partir d'arguments paléomagnétiques, qu'un continent unique ait en effet existé entre 2,5 et 1 milliard d'années, ce continent semble avoir eu une configuration différente et semble en particulier ne pas avoir été stationnaire, mais s'être au contraire rapidement déplacé à la surface de la Terre, évitant ainsi de se laisser piéger au-dessus d'une zone à réchauffement rapide qui l'aurait fait éclater. Mais tout ceci reste encore extrêmement fragile alors que l'on s'enfonce vers l'obscurité des temps géologiques archéens, les 2 premiers milliards d'années de la Terre, durant lesquels s'est formée une grande partie de la croûte continentale actuelle. Puis-je avoir le cliché suivant? Cette Pangée wegenérienne, dans une reconstruction que Philippe Huchon et moi-même avons faite, qui s'inscrivait dans un hémisphère avec le pôle magnétique ici, le pôle sur la périphérie. La suivante. La Pangée d'il y a 600 millions d'années, qui a duré en gros une centaine de millions d'années et s'est fragmentée ensuite, qui elle aussi avait une forme à peu près hémisphérique et le pôle se trouvait également à peu près sur la périphérie. Les 2 Pangées qui se sont succédées à peu près 400 millions d'années. La suivante. Lorsqu'on regarde la courbe de variation des niveaux marins, vous avez le niveau marin qui varie comme ceci en fonction de l'âge, on voit que l'époque des 2 Pangées, vers 200 millions d'années et 600 millions d'années, sont des époques de niveau marin minimum, alors que les époques de niveau marin maximum, plus de 200 mètres de différence, se trouvent au moment de la dispersion et de l'éclatement de cette Pangée pour les raisons que j'ai expliquées. La suivante. Enfin, on constate un changement climatique extrêmement net. Ici, la différence est choisie à partir des eaux de surface telles qu'on les a donné le forage océanique. La valeur, la température des eaux de surface, ici 280 degrés absolus, soit 10 degrés centigrades à peu près. Vous voyez qu'à l'Éocène, il y a 45 millions d'années, la variation de la température du pôle nord au pôle sud était extrêmement faible comparée à cette variation à l'heure actuelle. Ces variations tectoniques modulent les variations climatiques. La dernière, la suivante. Enfin, voici ce continent hypothétique d'avant 1 milliard d'années qui aurait duré entre 1 et 2 milliards et demi d'années et qui se serait, lui, déplacé extrêmement rapidement avant 2 milliards et demi d'années
il y avait des morceaux de lithosphère dont on ne s'est pas bien placé, mais qui ne formaient pas un seul ensemble. La lumière, s'il vous plaît. Nous venons de survoler ces variations spectaculaires et a priori déconcertantes de la surface de la Terre durant les 2 derniers milliards d'années. Ces variations établissent que le système géodynamique terrestre est transitoire et non stationnaire. Pourquoi d'ailleurs en aurait-on douté? Les considérations énergétiques indiquent que la Terre produit par désintégration des éléments, désintégration des radioéléments, environ 6 fois moins de chaleur qu'au début de son existence. Encore ce chiffre ignore-t-il la contribution possible de radioéléments à vie courte et la part de chaleur due à l'accrétion initiale? Bien plus. Si l'on admet les considérations, il est vrai peu sûres des géochimistes sur l'abondance des radioéléments dans le manteau, on obtient une production de chaleur actuelle inférieure de moitié à la perte de chaleur totale à la surface de la Terre. Ceci implique un décalage de près de 2 milliards d'années entre production interne de chaleur et perte de chaleur à la surface. L'énergie disponible pour la convection a donc diminué de manière très importante depuis le début de l'histoire de la Terre, et il n'y a aucune raison d'admettre que le régime de convection correspondant ait été stationnaire. Mais que savons-nous directement sur la convection à l'intérieur de la Terre, en dehors du fait qu'elle existe? Le voile qui nous cache cette circulation interne à l'origine de sa nature de planète vivante est en train de se déchirer. Le noyau externe d'abord, liquide et métallique, entre 2900 et 5100 km de profondeur, a depuis plus de 40 ans été identifié comme cette dynamo auto-excitée à l'origine de notre champ magnétique. Mais tout récemment, Jean-Louis Lemuel a montré que la circulation à la surface du noyau était dominée par la force de Coriolis, liée à la rotation de la Terre, et qu'elle se répartissait de manière très simple, avec un jet ascendant sous l'océan Indien et un puits de convergence sous le Pérou. Si la vitesse de circulation dans le noyau externe liquide est sans doute de l'ordre de 10 km par an, dans le manteau formé de silicates solides mais capables de fluer, cette vitesse est évidemment beaucoup plus petite, 10 000 à 100 000 fois plus petite. Mais elle reste très significative et fait que la convection domine complètement la conduction comme mode de transmission de chaleur. Même dans le manteau inférieur, entre 2900 et 700 km de profondeur, qu'on a longtemps cru inerte, le nombre de relais est si élevé que la convection doit y être aussi vigoureuse que dans le manteau supérieur. De fait, depuis 5 ans, la tomographie sismique est venue le confirmer en révélant la présence d'hétérogénéité de vitesse sismique correspondant à des variations latérales de l'ordre d'une vingtaine de degrés. Désormais, la vision d'une Terre à symétrie radiale, qui a dominé la géophysique interne jusque vers 1970, est définitivement abandonnée. Les variations latérales de vitesse sismique et donc de température et densité à un niveau donné sont les signes d'une puissante circulation interne dans le manteau inférieur. À la dimension radiale, les progrès modernes ont ajouté les 2 dimensions latérales, et si la résolution de cette imagerie à 3 dimensions reste encore modeste, puisqu'elle ne décèle avec certitude que des anomalies de quelques 5000 km de rayon dans le manteau inférieur, et 2 à 3 fois moins dans le manteau supérieur, on ne peut douter qu'une nouvelle ère s'ouvre dans la compréhension de l'intérieur de la Terre. La mise en place de réseaux sismiques modernes et homogènes, tels le réseau français Géoscope, l'installation envisagée de stations sismiques sous-marines au fond des océans, doivent conduire à une amélioration rapide de cette résolution. En combinant cette imagerie sismique à la détermination de plus en plus fine du potentiel de gravité terrestre grâce aux satellites, il devient possible pour la première fois de fournir des données fermes aux modélisateurs de la convection et aux physico-chimistes expérimentant à haute pression et température. La tectonique des plaques, c'est une évidence, n'est que l'expression superficielle de la convection dans le manteau. Cette convection est nécessairement distincte de la convection dans le noyau, du fait de la différence radicale de composition chimique et de propriétés physiques. Mais en fin de compte, le système a pour source principale l'énergie thermique et sert à éliminer le plus efficacement possible l'excès de chaleur par rapport à celui que la conduction pourrait évacuer. Il y a donc nécessairement couplage, qu'il soit thermique ou mécanique, entre les divers niveaux, noyau, manteau inférieur, manteau supérieur, lithosphère, et finalement couplage plus complexe avec l'hydrosphère, l'atmosphère et la biosphère. Ce qui se passe dans le noyau nous concerne directement, non seulement parce que c'est dans le noyau que se génère le champ magnétique, qui nous protège entre autres du bombardement de particules d'origine solaire, mais parce qu'il contribue à moduler la tectonique et le volcanisme superficiel. C'est là le principal enjeu de la géodynamique interne. Comment se font les couplages? Fonctionnent-ils de manière continue ou par crises successives?
Comment ont-ils évolué au cours des temps géologiques? À ces questions, nous ne pouvons encore répondre qu'en balbutiant. Mais certains indices très significatifs commencent à émerger. Un milieu affecté par la convection doit présenter à sa base et à son sommet une couche de transition thermique abrupte appelée couche thermique limite. La lithosphère est la couche limite superficielle du manteau. Les sismologues ont identifié à la base du manteau une couche de transition d'environ 100 km d'épaisseur qu'on s'accorde maintenant à considérer comme une couche thermique limite, au travers de laquelle la température s'élève d'au moins 400 degrés et plus probablement de 800 degrés. Il y a donc dans cette couche un gradient thermique très fort qui devrait faciliter la formation de plumes thermiques pour évacuer la chaleur provenant du noyau. Comme les sismologues ont par ailleurs identifié la présence de bosses d'une dizaine de kilomètres de hauteur à la surface du noyau, cette interface est certainement très active. Il devient tentant d'admettre que c'est le couplage noyau-manteau qui module à la fois la fréquence des inversions du champ magnétique dans le noyau, dont on sait qu'elle a varié de manière systématique au cours des temps géologiques, et la formation intermittente de plumes thermiques à la base du manteau. Existe-t-il des indications autres que théoriques sur l'existence de ces plumes? Jason Morgan avait, dès 1970, proposé que les lignes volcaniques, telles l'archipel hawaïen ou celui des Tuamotu, sont la trace en surface de plumes thermiques qui se forment à la limite noyau-manteau et viennent percer la lithosphère comme un chalumeau découpe la tôle que l'on déplace au-dessus de sa flamme. Morgan avait proposé que les points chauds forment un ensemble rigide à la surface du noyau et que leurs traces en surface doivent refléter cet ensemble rigide, ce qui s'est vérifié. Il avait par ailleurs proposé que la composition chimique des laves qui forment ces volcans reflète leur origine profonde, ce qui s'est également vérifié. Lorsqu'on ajoute à cela que les points chauds actuels sont situés au sein des zones que la tomographie sismique identifie comme chaudes dans le manteau inférieur, il est tentant de suivre l'intuition géniale de Jason Morgan, faite à l'époque sur une base purement conceptuelle, et d'admettre l'existence de ces plumes venant de la base du manteau. Cela veut-il dire que toute la convection dans le manteau se fait par plumes? Certainement pas, car la circulation lithosphérique que l'on suit dans le manteau jusqu'à plus de 700 km de profondeur impose qu'une part importante de cette circulation se fasse par cellules de convection, au moins dans le manteau supérieur. Faut-il admettre que d'un point de vue convectif, le manteau ne fait qu'un tout? Non, répondent les géochimistes, qui ont constaté qu'une bonne moitié du manteau terrestre a été chimiquement isolée pendant la plus grande partie de l'histoire de la Terre et n'a donc pas subi le processus de raffinage lié à la circulation lithosphérique. Faut-il alors envisager que manteau inférieur et manteau supérieur forment deux systèmes convectifs différents mais dont l'isolement est imparfait? Du matériel transiterait du bas vers le haut grâce aux plumes et du haut vers le bas grâce aux plaques de la lithosphère qui ont plongé dans les zones de subduction. Si ce modèle est vrai, la limite manteau inférieur, manteau supérieur représente une deuxième zone de couplage entre un manteau inférieur relativement primitif et un manteau supérieur chimiquement appauvri. On s'expliquerait alors le retard de 2 milliards d'années entre production de chaleur terrestre et perte de chaleur à la surface, car un tel couplage, qu'il soit mécanique ou thermique, est nécessairement imparfait. Cette interface introduirait par ailleurs de nombreuses autres possibilités d'évolution discontinue entre les circulations supérieures et inférieures du manteau. Mais il ne faut pas cacher que nombre de spécialistes considèrent que la séparation du manteau en deux ensembles convectant séparément est mécaniquement très improbable. Et il n'est pas certain que la zone de transition à 700 km puisse correspondre à deux couches thermiques limites. Certes, la part d'hypothèses reste grande, mais le voile se lève progressivement sur l'intérieur de la Terre et la géodynamique interne est en train de sortir des spéculations auxquelles elle a dû si longtemps se cantonner. Puis-je avoir la diapositive ? J'illustre ce propos d'abord par une coupe de la Terre que j'ai légèrement modifiée par rapport à une coupe publiée par Vincent Courtillot. Vous avez d'une part le noyau qui occupe la partie inférieure, dont la plus grande partie est liquide et convexe pour former le champ magnétique. Et vous avez d'autre part le manteau formé de silicate qui est solide, qui convecte beaucoup plus lentement et dans lequel on peut concevoir deux formes de convection. Une forme par plume qui se détacherait de la surface du noyau, monterait vers la surface. S'il existe deux niveaux, manteau supérieur, manteau inférieur d'un point de vue convectif, il est possible que le passage se fasse de manière plus ou moins difficile à ce niveau-ci.
il est possible d'autre part qu'au lieu de plumes, on ait le passage de bulles. Deuxième type de convection, des convections de type cellulaire. Il y a donc un premier niveau d'interaction entre manteau inférieur et noyau, et deuxièmement, un deuxième niveau possible à l'intérieur du manteau. La suivante. Cette carte de Jean-Louis Lemuel, faite à partir de l'approximation très simple que j'ai indiquée tout à l'heure, montre sur la surface du noyau, en rouge, les zones de remontée de l'intérieur du noyau, et en bleu, les zones de redescente. Donc une circulation extrêmement simple qui a surpris beaucoup de chercheurs lorsque Jean-Louis Lemuel l'a révélé. La suivante. Ce schéma que j'ai emprunté à Vincent Courtillot est uniquement pour montrer la variation des vitesses d'inversion en fonction du temps. Les inversions sont très fréquentes à l'heure actuelle. Elles étaient beaucoup moins fréquentes et même quasiment absentes pendant 30 millions durant le Crétacé. Il y a donc une variation systématique, diminution de cette vitesse d'inversion, puis augmentation à nouveau, puis diminution au cours du temps, qu'il est tentant de lier à des interactions au niveau noyau-manteau. La suivante. Voici enfin les résultats de ce qu'on appelle la tomographie sismique, qui permet, grâce au réseau sismique global et d'autre part aux ordinateurs, de faire une véritable tomographie de l'intérieur de la Terre, ici en carte, au niveau successif 100, 300, 500 km, en rouge les zones chaudes, en bleu les zones froides. On discerne que sous les dorsales, il y a des zones chaudes à 100 km, et vous voyez que ces zones chaudes migrent progressivement et qu'à 500 km, on ne les suit pratiquement plus. La suivante. Et voici vu en bloc diagramme, c'est cette vision de l'intérieur de la Terre, encore très imprécise, je vous l'ai dit, mais qui est en train de se préciser et qui, pour la première fois, nous montre la convection agissant dans le manteau. Les chercheurs français ont été particulièrement actifs, en particulier Henri-Claude Nataf, et grâce au réseau sismique Géoscope. La suivante. Je crois que c'est tout, oui. Alors, lumière, s'il vous plaît. Avec les plaques, avant les plaques, sous les plaques. J'ai essayé sans doute beaucoup trop rapidement de vous présenter un panorama forcément tronqué de l'effervescence qui a saisi les sciences de la Terre depuis l'époque où j'ai eu la chance de m'y consacrer. Les spécialistes de toute discipline cherchent désormais à œuvrer ensemble pour comprendre comment fonctionne ce système extrêmement complexe qui est notre Terre et où a pris naissance ce que Teilhard de Chardin a appelé le phénomène humain. En cette époque où nous prenons conscience de l'importance extrême pour l'homme de la connaissance de son environnement, la première leçon que nous donne la géologie est que le véritable environnement de l'homme, c'est la Terre, et que la Terre forme une planète vivante dont il est vain de vouloir isoler telle ou telle partie pour l'étudier. La seconde leçon, à mon sens, est l'importance des discontinuités dans l'évolution de la Terre, l'importance des catastrophes qui en ont radicalement changé la surface en des temps géologiquement courts, affectant le niveau de l'océan, le climat, la composition de l'atmosphère, éliminant sélectivement et rapidement des pans très importants des populations animales et végétales. Des chercheurs français et soviétiques n'ont-ils pas tout récemment démontré l'extrême rapidité d'évolution du taux de gaz carbonique dans l'atmosphère et son importance décisive sur l'évolution du climat? Les chercheurs américains ne viennent-ils pas d'annoncer que le taux d'oxygène dans l'atmosphère aurait été de 50% supérieur au taux actuel il y a seulement 70 millions d'années? Les découvertes en ces domaines devraient se multiplier. Elles nous forcent dès à présent à examiner avec beaucoup plus d'attention les mécanismes de transfert des divers éléments entre la Terre, l'hydrosphère, l'atmosphère et la biosphère. Permettez-moi pour terminer d'évoquer une de ces découvertes récentes à laquelle il m'a été donné de participer et qui a regroupé tectoniciens, physiciens, sédimentologues, chimistes et biologistes autour des grandes fosses océaniques où disparaît la lithosphère à la vitesse de quelques centimètres par an. On sait que cette disparition est à l'origine des très grands séismes qui secouent périodiquement les pays qui les bordent. Or, l'utilisation du sous-marin Nautile et des divers engins sous-marins mis au point par les océanologues français a confirmé que la clé des phénomènes tectoniques doit être cherchée dans la migration des fluides qui imprègnent les couches sédimentaires impliquées dans la subduction. Ces fluides surpressurisés diminuent, voire éliminent localement le frottement entre les plaques. Ils transfèrent par ailleurs à l'océan de grandes quantités de méthane
dont nous commençons à peine à discerner l'ampleur. Ainsi, au mois de septembre dernier, avons-nous pu observer un grand volcan de boue chargé de méthane, convectant sous sa carapace solide par 5000 mètres de profondeur. Le méthane lui-même entretient une vie animale très abondante grâce à des bactéries chimiosynthétiques. J'avoue avoir été émerveillé devant l'extraordinaire luxuriance du phénomène de la vie et devant sa symbiose étroite, évidente dans le cas précis, avec la terre qu'il a vu germer. D'où vient le méthane? On peut estimer à 100 km au moins, et peut-être près de 2000 km, la distance qu'il a franchie avant d'être transféré de manière éruptive au fond des océans. De telles sorties de fluides se produisent le long des 35 000 km occupés par les fosses de subduction. Le débit de ces sorties est probablement modulé par la variation de l'état des contraintes qui accompagnent les grands séismes. Y a-t-il là un moyen d'approcher la prévision des séismes? Tout reste à faire pour le comprendre. Il n'existe pas, à l'heure actuelle, un seul observatoire sous-marin fonctionnant de manière permanente au fond d'une fosse. Diapositive. Vous avez ici l'image obtenue par sonar, l'équivalent un peu d'un radar pour la Terre, de ce volcan de boue qui fait 1 km de diamètre. Vous avez l'œil central, il est par 5000 mètres de profondeur, et vous avez une série de cercles concentriques qui sont en fait des rides qui ont affecté la carapace lorsque le volcan s'est dégonflé lors de la dernière éruption, puisqu'en dessous vous avez un lac de boue qui convecte sous sa carapace solide. La suivante. Voici une photo de ces coulées de boue figées maintenant dans l'œil central, donc site de la dernière éruption de boue chargée de méthane. La suivante. Voici dans le même endroit ces coulées de boue avec ces taches jaunes qui sont des tapis bactériens qui vivent en particulier du méthane qui vient de l'intérieur. La suivante. Voici un autre exemple de ces tapis bactériens avec cette couleur noire en dessous qui est due au fait qu'il n'y a plus du tout d'activité oxygénaire. La suivante. En s'écartant de l'œil, on commence à voir à la fois ces taches dues à ces tapis bactériens et l'apparition d'une vie biologique considérable qui change systématiquement, je ne vais pas le décrire ici, au fur et à mesure qu'on s'écarte de cet œil. La suivante. À côté de ce volcan, j'ai eu la chance de grimper sur une cheminée de 35 mètres de hauteur, qui est une cheminée fabriquée par le méthane qui dégaze et qui forme ces cheminées de calcaire venant directement du méthane. Et sur ces cheminées, vous voyez de très nombreuses colonies de bivalves, des calyptogéna, qui vivent grâce aux bactéries du méthane qui s'échappe de l'intérieur. Les quantités de méthane mesurées dans cette région sont très très grandes. La suivante. Enfin, pour terminer, et pour montrer que ces fluides ne sont pas présents dans les zones de subduction, voici une photo prise au large de la crête par 3000 mètres de profondeur. Il s'agit d'une caverne creusée dans le marbre par, nous le comprenons maintenant, l'action des fluides qui viennent du continent, s'écoulent en profondeur et finissent par corroder même le marbre en faisant ces vues spectaculaires. J'étais dans la soucoupe lorsque nous avons exploré cette caverne et au début le pilote pensait que nous avions découvert un vieux temple grec. Lumière. En vérité, mes chers collègues, l'exploration scientifique de notre planète en est à ses débuts et je serais heureux de pouvoir contribuer de cette chaire à en diffuser les résultats, n'hésitant pas pour cela à faire largement appel aux spécialistes des si nombreuses disciplines impliquées dans la géodynamique et dans les sciences de la Terre en général. Je vous remercie. Remarquablement.
Non, c'est pas ça. La structure, c'était très bien. Fallot s'en aperçut au dernier moment avec l'enjeu, il tapait ça. C'était bien vrai. Mais il est tout à fait normal. À cette époque-là, j'ai bien vécu ça. Les gens l'entendent parler, il y avait Grangeau, Marseille, Schubert, Scholz, et c'était pas lui. Donc vous avez bien n'ayant pas d'aide. Alors payer des heures supplémentaires. Alors, des petites histoires comme ça nous encouragent à chercher une autre solution. Et l'allemand dans la chose. Vous avez le respect que nous avons. Moi, j'ai toujours été commercial depuis sur l'époque donc, si vous avez compris que j'ai été de fondation j'ai compris. Mais je Fallot, surtout, était un homme qui se mettre en rigueur, tout à fait exemplaire. Mais je souhaitais